Il n'y a pas d'interdit et Michel Drucker m'a vraiment laissé très libre. Il recevait des coups de fil parfois, mais je sais qu'il m'a protégée. Il a toujours été très attentif à la liberté. Bonjour et bienvenue dans Café sur scène. Aujourd'hui, je suis au Théâtre L'Européen et je reçois l'humoriste Anne Romanoff pour son spectacle L'expérience de la vie. Bonjour Anne. Bonjour. Je suis ravie de te recevoir pour un petit café sur scène. Alors c'est un moment privilégié, on pourra parler de ta vie, bien sûr de ta longue carrière, 35 ans déjà. C'est beau ça. Ah bah ça m'étonne moi-même parce que j'ai pas l'impression que ça fait 35 ans que je fais ce métier. Et... Non, ça me surprend. Et on va parler bien sûr de l'expérience de la vie, ton dernier spectacle, où tu es en tournée dans toute la France, également à Paris à l'Européen le 29 octobre à 18h. Voilà, ici, sur la scène. Le 30 octobre à 20h, Bobino le 14 novembre à 20h et l'Olympia le 26 décembre à 20h. Ouais. Et en tournée dans toute la France, je le rappelle. Beaucoup de dates, une centaine de dates. Et à Londres aussi, le 11 décembre. À Londres Génial. En français. Ah ben oui, j'imagine. Moi, j'ai une belle-sœur, elle est à fond sur les prix. Elle m'a expliqué, elle m'a dit, je vais te faire une formation parce que c'est compliqué. Elle m'a amené devant le rayon lessive, elle m'a montré une boîte de lessive, elle m'a dit, qu'est-ce que tu vois? J'ai dit, c'est 18,95 €. Elle me dit, combien il y a de boules de lessive? J'ai dit, il y en a 26. Elle me dit, calcule le prix de la boule. J'ai dit, c'est 18 divisé par 26. Elle m'a dit, très bien, maintenant plus compliqué, regarde là. Quel est le prix? J'ai dit 22,95 €. Combien il y a de boules? 38. Elle me dit, calcule le prix de la boule. Elle me dit, sauf que là, regarde, tu vois le deuxième produit, la boîte elle est plus chère, mais le deuxième il est à 40%. Donc on va prendre 2 boîtes. Donc on aura combien de boules? J'ai dit, on aura 72 boules en 2 boîtes. Elle me dit, calcule le prix de la boule. J'ai fait un peu les boules là, quand même. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu te casses la tête comme ça? Il suffit de regarder le prix au kilo, puisqu'il est marqué. Elle me dit, ah oui, le prix au kilo? Regarde dans la boîte à 18 €, combien il y a de grammes de lessive dans chaque boule? J'ai regardé, j'ai dit, il a 3,5 grammes. Et là, elle me dit, il y a combien de grammes? J'ai dit, là, il y a 6 grammes. Elle me dit, calcule le prix du gramme. Je dis, je vais arrêter de faire la lessive. Alors Anne, tu fais partie des humoristes préférés des Français. À force. À force, tout le monde te connaît, tout le monde t'adore. Tu es née à Paris et tu as commencé le théâtre à 12 ans, très jeune. J'ai commencé à imiter Sylvie Joly quand j'avais 12 ans, que j'avais entendu à la radio. Et il y avait un ami de mes parents qui m'a dit, tu devrais faire du théâtre. Et donc en fait, toute seule, l'été, après mes 12 ans, où j'avais juste 12 ans ou 13 ans, j'ai regardé dans les pages jaunes de l'annuaire à l'époque, j'ai trouvé le cours Simon. Il faisait des cours pour enfants le mercredi, donc j'étais toute seule, m'inscrire. Et j'allais tous les mercredis en métro à 13 ans au cours Simon. Voilà, incroyable, tu as fait les cours Simon, puis après les cours Florent. Oui, alors j'ai fait les cours Simon pour enfants, 1 an ou 2. Après j'ai fait pour adolescents. Et après j'ai fait les cours Florent pour adolescents. Enfin voilà, toute mon adolescence en fait j'avais des cours de théâtre. Tu as baigné dans le théâtre. Ouais. D'ailleurs tes parents sont auteurs-écrivains. Alors est-ce que ça aide quand tu as des parents justement qui ont... Alors ils sont pas tout à fait, c'est-à-dire mon père avait une importation de vêtements indiens, une société où il était plutôt chef d'entreprise, mais il écrivait des livres de spiritualité parce qu'il avait un gourou en Inde, donc c'était un peu pointu. Et ma mère ne travaillait pas, elle aidait mon père. Et suite au fait que j'ai fait du théâtre, c'est elle a créé sa compagnie de théâtre. Et voilà, donc en fait c'est plus moi qui ai amené ma mère au théâtre que l'inverse. Ah d'accord, donc tu as donné à ta maman le goût du théâtre et ton père t'a donné de la spiritualité. Bah oui, certainement, parce que j'ai baigné dans un milieu où... Oui, il y avait. En fait, je dis souvent, c'est comme si j'étais une enfant de psy, parce que mes parents avaient tendance à décortiquer les comportements humains tout le temps, à analyser. Voilà. Alors, c'est intéressant parce que ça donne certainement une finesse d'analyse, mais j'avoue qu'il y a plusieurs moments où ça a pu me saouler, parce que de tout décortiquer, il y avait des gens qui venaient, et après, pas ils critiquaient, mais ils disaient, t'as pensé quoi de ce qu'ils disent et puis moi, quand je parlais, si tu dis ça, c'est qu'en fait, tu veux dire ça, et en fait, tu veux pas vraiment ça. Enfin, voilà. Et ça, à un moment, ça m'a... Et tu es très intuitive. Oui, je suis intuitive, mais il y a comme un rejet de ce côté trop analytique. Ça m'a un peu... Parce que je trouve que les relations humaines, si on analyse trop, on perd l'essence de la relation humaine. Mais voilà, mais en fait maintenant, tout ce background d'analyse me sert parce que certainement dans le métier que je fais, ma manière d'interpréter les personnages, le fait d'avoir cette capacité d'analyse assez fine, qui vient sûrement de mes parents, ça m'aide aussi. Oui, et puis cette sensibilité, les humoristes sont très sensibles.
tous les humoristes sont hypersensibles. Ça, vraiment, c'est vraiment quelque chose que je l'ai constaté. Et souvent, on me dit un tel est drôle, pas drôle. Je sais pas, mais l'hypersensibilité de tous les humoristes, parce qu'en fait, je pense que le rire, c'est quand même une manière de supporter le réel. Donc les gens qui ont besoin de faire rire, c'est qu'au départ, il y a quand même une angoisse, un mal-être. Alors je dis souvent, tous les humoristes sont des grands angoissés, mais tous les grands angoissés ne sont pas humoristes. Donc tu as quand même des grands angoissés qui sont chiants, qui te balancent leurs angoisses à la gueule. Donc les humoristes, c'est des gens qui ont la capacité à rendre drôle et à faire rire avec les problèmes, parce qu'on ne fait pas rire avec le bonheur. Exactement. Alors tes premiers pas dans l'humour, en tout cas tes premières représentations, c'était au Club Med. Alors en fait, mes vrais premiers pas dans l'humour, c'était devant la famille ou les amis, parce que je faisais les sketchs de Sylvie Joly. Mais c'est-à-dire, on me demandait parfois à la fin d'un repas, je ne me produisais pas du tout, je n'étais pas payée, hein, mais on me disait alors tu fais des sketchs, et des fois je les faisais, et je faisais ça assez facilement. Je restais assise et je faisais, et les gens riaient, mais par contre, quand j'ai pris les cours de théâtre, j'ai été très fière, donc je vais au cours de théâtre, j'ai dit je sais faire des sketchs, donc je fais. Donc déjà à l'époque c'était pas du tout à la mode, et chaque fois je me faisais fracasser par les profs de théâtre qui me disaient ce n'est pas du théâtre, ce n'est pas de l'art dramatique et tout. Donc après, ce qui fait que quand j'avais 15 ans ou 16 ans et que en famille on me demandait de faire des sketchs, à 15 ans je disais non, j'ai arrêté les sketchs parce que c'est pas du théâtre. Donc en fait entre 15 et 18 ans j'ai plus voulu entendre parler des sketchs parce que je voulais vraiment faire la comédie française, être au conservatoire, être une comédienne traditionnelle on va dire. Et en fait, après le bac, j'ai fait Sciences Po et j'ai eu par mon dentiste, mon dentiste s'appelait le docteur Spindel et il avait une passion pour le jazz. Il se produisait au Club Med. Et il connaissait un chef de village qui cherchait une babysitter l'été pour son fils qui avait 6 ans. Il m'a proposé le plan, c'était pas payé. Hein. Oui. Donc j'ai eu rendez-vous avec le chef du village, il m'a dit ok, je te prends. J'ai dit est-ce que je pourrais faire des sketchs? Il m'a dit oui, mais genre... comme ça. Donc je pars au Club Med, donc là j'ai 20 ans, je suis à Djerba et je n'ai pas fait de sketch presque depuis l'âge de 15 ans parce qu'on m'avait dit que c'était de la merde. Quoi. Donc voilà. Et là j'y vais avec l'idée de faire des sketchs. Donc je vis la vie d'un géo pas payé, bon c'était pas désagréable, le gamin était tout sympa, ça allait. Et en fait un jour il y a une soirée géo-GM et je demande au chef de village si je peux le passer. Et il me dit, il avait tellement peu confiance en moi qu'il me dit je te présente comme Géo, comme GM. Genre, il avait peur que je déshonore les Géos tellement j'aurais été nulle. J'ai dit bah non, comme Géo, bon. Et donc c'était au bord de la piscine à Djerba et en quelques jours j'écris des sketchs où je me moque des gens qui vont au Club Med. Donc je fais plein de personnages. T'as inventé déjà des personnages? Ah oui, un Géo qui voulait sauter tout le monde, une femme qui venait pour trouver un mec qui n'en trouvait pas, enfin 5-6 personnages. Je passe. Gros succès, donc lui hyper étonné. Et je dis bah super, quand c'est que je peux recommencer? Il me dit bah non, parce que là, il y a une rotation des soirées, des spectacles. Membres, donc tu peux repasser dans 15 jours. Mais moi, je partais dans 3 semaines, donc j'étais un peu déçue. Et là, il y a un mec qui tenait un restaurant typique, ça s'appelait au Club Med, où tu as tous les jours, tu avais du couscous, machin. Il me dit viens, si tu veux, tu peux venir chez moi au typique 3 fois par semaine jouer. Je dis ok, pas payé hein, bien sûr. Donc là c'était une espèce de petite table avec des tapis dessus et donc à la fin du repas, je passais avec un micro voilà, et après j'ai pu refaire mes sketchs au Club Med. En tout cas c'était très formateur. C'est à cette période-là que tu as commencé à coécrire avec ta maman? Non, alors en fait là j'ai ce petit succès qui me redonne confiance en moi. Je rentre à Paris et là je repasse un examen de théâtre. Donc là je fais la même chose, j'écris un sketch où je me moque des gens qui font des cours de théâtre. Je le passe dans mon cours de théâtre, tout le monde rigole et la prof dit c'est bien mais ça n'est pas du théâtre. Là je pars en pleurant, là les élèves du cours se révoltent, ils vont voir le directeur du cours qui était Maurice Sarrazin, ils lui disent mais pourquoi vous avez dit que c'était pas du théâtre, l'autre prof, alors que ça a fait rire tout le monde. Donc le lendemain, comme il y avait presque une révolte des élèves pour me défendre, le directeur du cours, Maurice Sarrazin, qui est mort il y a quelques années, il y a 2 ans je crois, il me dit bon, on va voir si c'est du théâtre. Donc je refais mes sketchs, les gens rigolent, et là il me dit cette phrase qui m'a libérée, il m'a dit c'est du théâtre mais il faut travailler. Et en fait à partir de là j'ai pu accepter de faire des sketchs, même si, enfin voilà, parce que pendant longtemps j'étais bloquée parce que je voulais faire du théâtre et si les sketchs n'étaient pas du théâtre, je voulais pas entendre. Enfin, c'est un peu débile, hein, mais ça m'a fait beaucoup souffrir ce truc. Moi j'imagine. Alors tes premiers succès, bien sûr, c'est avec l'émission La Classe. Là où tu retiens d'ailleurs quoi de ce moment? T'as quel souvenir? Qu'est-ce qui t'a marqué vraiment? C'était un peu difficile La Classe parce que j'étais contente parce que je passais à la télé à l'époque. Je suis arrivée à la télé vraiment sur audition. C'est une audition à la mairie du 13e, très démocratique. Enfin voilà.
Donc j'avais pas d'attaché de presse, ni rien. On m'a pris vraiment sur audition. C'est une fierté. Enfin, c'était même pas une fierté, mais je me suis retrouvée propulsée à la télé à 20h avec une grande visibilité, propulsée dans le showbiz parce qu'un an avant, j'étais à Sciences Po. Donc j'ai quand même eu diplômée à 21 ans. Ouais, mais j'ai eu un petit choc thermique entre est-ce que tu as lu le dernier article du Monde, machin, et la queue. C'est vrai que. Et je me suis retrouvée aussi avec des mecs quand même, c'était très masculin, beaucoup plus vieux que moi. Il y avait que quelques filles à l'époque, il y avait des danseuses, Muriel Montaucel, elles étaient là pour être sexy, jolies. Donc moi, j'étais pas dans cette case-là. Il y avait Michel Larocque qui avait réussi à avoir un statut spécial où elle se levait pas pour faire des sketchs. Donc elle était un peu, je sais pas, elle était bien considérée. Les filles un peu qui étaient là pour faire jolie, et moi qui étais ni pour faire jolie. Et ça a été un peu compliqué parce que j'ai vraiment découvert l'univers du showbiz. Là-dedans, j'ai été plongée, j'ai découvert, je sais pas, ils faisaient des blagues de cul un peu violentes. Moi, j'avais 21 ans, quoi. Il y a eu des fois, on m'a posé des questions. Après, on parlerait maintenant de maintenant, on ferait plus ça, mais voilà, c'était ça. Et puis ils me méprisaient un peu tous, parce qu'ils roulaient leur boss, ils étaient dans les cabarets depuis 10 ans. Donc moi, j'étais une espèce de fille en rouge qui parlait avec l'accent du Midi. C'est vrai que c'était ta marque de fabrique, le rouge. Et ils me regardaient et ils ne comprenaient pas. Et j'ai tout de suite eu la chance de remplir un théâtre pendant 9 mois, mais personne ne comprenait pourquoi ça marchait. Enfin, ils me regardaient un peu comme une extraterrestre. Mais bon, et après, j'ai appris et compris comment il fallait se comporter. Mais au début, je sais pas, non, c'était compliqué, quoi. Oui, j'imagine. Alors, un an plus tard, tu lances ton premier spectacle solo qui s'appelait Bernadette, calme-toi. Quel souvenir. Ça, c'était en même temps que la classe. En fait, j'ai été prise au Blanc Manteau et j'ai joué 9 mois, 6 fois par semaine. C'était plein. C'est une salle de 100 places et je n'osais même pas partir en week-end parce que comme je ne savais pas comment ça marchait, le showbiz, j'avais peur que si je prenne 8 jours de vacances, je perde ma place. Non, que je perde ma place dans le théâtre. Comme je remplissais, je ne risquais pas, mais je ne savais pas. Donc je pense qu'au bout de 6 mois, j'ai dit, est-ce que je pourrais partir une semaine en vacances, tellement j'avais peur, en fait. Et tellement j'étais contente qu'on veuille bien de moi quelque part aussi. Alors après, il y a eu Rien à cirer sur France Inter avec Ruquier. C'était pas trop dur de se lever tôt le matin? Alors c'était le dimanche. C'était dimanche matin, mais franchement, c'était une belle aventure. Et autant à la classe, on va dire que c'était compliqué. Là, c'était vraiment chouette parce que c'était les débuts de Laurent Ruquier, on était une équipe. L'émission a tout de suite marché, c'était incroyable. On est comme dans une spirale de succès. Je sais pas, tout de suite, on a fait des audiences incroyables, c'était en public, on avait plein d'artistes. Je sais pas, on a reçu Céline Dion, enfin, c'était improbable, à 10h du matin, qui chante comme ça. Enfin, c'était... des belles rencontres. Ouais, mais c'était... puis ça marchait, on avait 25 ans. Et puis on faisait des sketchs en direct, on écrivait. Non, j'en garde vraiment un bon souvenir. Il y a beaucoup de gens, c'est triste à dire, mais qui ont disparu. Pascal Brunner, Jacques Ramade, Patrick Fonte, le réalisateur Jean-François Remonté, Frédéric Lebon qui est mort jeune. Il y a eu beaucoup de... après, qui sont... Mais oui, avec Laurent, on a vraiment... ça a duré 3-4 ans. C'était un succès. Ouais, c'était un succès et c'était très agréable. Et c'était drôle d'ailleurs, parce que dans mes premiers spectacles, quand les gens m'attendaient à la sortie, je voyais les gens qui venaient de la classe, qui étaient plus populaires, et les gens France Inter, où c'était tout un public de gauche, un télo. Et il y a vraiment eu un moment, quand les gens m'attendaient, je voyais tout de suite, lui, il m'a vu à la classe, et l'autre, il m'a entendu à France Inter. C'était pas du tout les mêmes personnes. Mais ça m'a permis, dès le départ, d'avoir un spectre de public assez large, quoi. Après, donc en 98, il y a eu l'Olympia. C'était une consécration pour toi? C'est sûr que le premier Olympia, c'est toujours quelque chose et c'est toujours une salle que j'adore parce que je trouve que, je sais pas, il y a un rapport scène-salle incroyable, quoi. D'ailleurs, je me demandais, quand tu faisais Drucker, c'est faire des sketchs devant un public de télévision. C'est différent. Est-ce qu'il y a des interdits? Ah non, il n'y a pas d'interdit et Michel Drucker m'a vraiment laissé très libre, même à l'époque de Sarkozy ou de Hollande. Il recevait des coups de fil parfois, mais je sais qu'il m'a protégée, il a toujours été très attentif à la liberté. Mais oui, bien sûr, c'est plus difficile de faire un sketch devant un public de télé parce que ce n'est pas le public de spectacle. Mais j'ai toujours aussi, quand je fais des sketchs à la télé, je les rôde toujours en public et ça fait que voilà, puis après on ne fait pas les sketchs pour les 200 personnes qui sont là, on fait le sketch pour les millions de gens qui regardent. Oui, bien sûr. Alors pendant le confinement,
ça par contre, tu as créé un truc super bien qui s'appelle Solidarité avec les soignants. Ouais. C'est parce que pour toi, dans cette période, on ne pouvait plus rire. C'était quoi En fait, j'ai souvent été marraine d'association, mais j'avais jamais eu ma propre association. Oui. Puis j'y avais jamais pensé. Et en fait, j'ai toujours été sensible à la cause des soignants. Et quand il y a eu le confinement, j'étais à la radio tous les jours sur Europe 1. Et en fait, à un moment, je voulais donner la parole à des soignants dans l'émission pour qu'ils parlent. Bien sûr. Et en fait, j'ai mis un message sur les réseaux sociaux en disant de quoi vous avez besoin. Et là, j'ai reçu en un week-end des demandes. On n'a pas de gants, on n'a pas de masque. À l'époque, il n'y avait rien. Et du coup, j'ai publié ces demandes. Des gens ont répondu, c'est-à-dire des gens, des coiffeurs. Enfin, il y avait un élan de solidarité, mais pas que par moi, par plein de gens. Des coiffeurs ou des esthéticiennes qui ont dit j'ai des gants, je suis dans telle région, je vous les apporte. Enfin, et j'ai fait ça pendant un week-end. Donc mais j'ai reçu 600 messages. C'était un truc de taré. Donc lundi, je me suis dit mais je vais faire quelque chose en fait. Donc j'ai appelé Europe 1. Je dis ça vous intéresse pas qu'on crée une association? Non, non. J'ai appelé d'autres gens. Et non. Et j'avais un groupe de copines pendant le confinement, un groupe WhatsApp, et j'ai dit je vais créer une association donc il y a quelques copines qui sont venues m'aider, et au départ c'était vraiment très pragmatique, c'est-à-dire avec notre carte bleue, on achetait parce que je suis assez douée sur internet pour trouver, donc je trouvais des gants, des masques, mais on achetait 100 masques, on l'envoyait à un hôpital, ça a commencé comme ça. Et en fait très vite, j'ai passé un appel pour avoir des bénévoles, j'en ai eu plein, je me suis fait aider, j'ai reçu grâce à l'entrepreneur Jean-Pierre Bansard, il m'a trouvé des gens qui ont fait des dons. Et puis très vite, j'ai fait une vente aux enchères sur Draw Digital avec plein de dons d'artistes. Et c'était incroyable parce que les gens à l'époque étaient complètement... ils voulaient aider, etc. Donc on a fait une vente aux enchères. La première vente a rapporté 220 000 euros. Ah oui. Et donc là, on s'est retrouvé avec une somme d'argent à gérer, plein de bénévoles. Et j'ai passé en fait tout le confinement. J'ai quelqu'un de la Croix-Rouge qui m'a rejoint. On avait un entrepôt, donc on recevait des gants, on les livrait. Donc, c'était un truc. À un moment, je faisais des zooms tous les jours avec 50 personnes. Enfin, ça a pris des proportions. Ça fait que j'ai terminé le confinement sur les rotules, mais à un point fatigué. Mais limite burn-out. En fait. J'avais la radio tous les jours, l'association. Et en fait, l'association, on avait parfois des tels messages de détresse. Je sais pas, je me rappelle d'un truc où on me dit on veut des paravents parce que les gens se voient mourir, enfin des trucs. Bon, voilà. Et du coup, on répondait le jour, la nuit. Et après, je pensais que cette association, elle serait mise en sommeil, mais en fait, elle a continué. On a trouvé de l'argent, j'ai une équipe maintenant, et on a équipé à ce jour. En fait, on équipe des salles de repos des soignants. On leur achète des choses toutes simples, des cafetières, des tables, des chaises, des fauteuils, enfin de la vaisselle. Ceux qui ont besoin. Oui, pour améliorer leur quotidien, parce que souvent c'est des laissés pour compte. Puis les cafetières, comme ils font beaucoup de café, elles se cassent très vite. Donc souvent, les micro-ondes parfois ils chauffent plus. Donc parfois racheter un micro-ondes qui vaut moins de 100 euros, ça leur change leur quotidien. Ou des fois ils n'ont qu'un seul micro-ondes, ils sont 30 à manger à la même heure, donc ils mangent froid. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça. Et maintenant on a eu la chance d'être aidé par le Conseil régional d'Île-de-France. On travaille avec le Provençal-Côte d'Azur, l'Occitanie, donc voilà. Et puis on a eu beaucoup de fondations qui nous ont aidés, la Fondation des hôpitaux, la Fondation NJ. Voilà, donc on continue. Après, ce qui est toujours difficile, c'est de retrouver de l'argent. Donc là, on refait une vente aux enchères en mois de novembre. Et voilà, c'est toujours courir après l'argent pour trouver les fonds. Bien sûr. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent nous donner des fonds. Voilà, passe un message, tu as la parole. Et je donne des CERFA. Non, mais les gens ont plus d'argent, donc je pense plutôt à des entreprises. S'ils veulent nous faire un don, voilà, et on les accueille. Déductible des impôts d'ailleurs. Déductible des impôts. Et ils peuvent même dire je veux aider tel hôpital de telle région. Mettons une entreprise qui serait dans le Nord, et je veux aider tel département ou même tel hôpital. On sait faire ça. On sait, parce qu'il y a tellement de besoins et de demandes que. Voilà. Est-ce que ton rapport avec tes filles t'a aidé à comprendre la nouvelle génération? Ah, mais carrément. J'ai 2 filles qui ont 21 et 28 ans, et c'est vrai que c'est ça qui me permet de rester en prise avec ce qui se passe, parce que je sais pas, voilà, justement dans mon spectacle, je fais un sketch sur une bouchère dont la fille est woke. Et oui, bien sûr, et leurs amis, et les nouvelles. Et moi, je suis fascinée par tous les changements de la société, les nouvelles manières de parler, d'être, d'agir, voilà. Donc ça évolue tellement vite. Ouais, et ça me fascine, et je trouve que le rôle d'un humoriste, c'est de tendre un miroir à la société. Donc en fait, comme la société, elle a plein de bouleversements en ce moment, plus ou moins heureux, c'est intéressant d'arriver à faire rire les gens avec tout ça, même si c'est pas drôle, quoi. Alors bien sûr, tu abordes aussi la politique actuelle. Alors c'est vrai qu'il y a des politiques qui sont des sources intarissables. Oui, alors je fais un sketch où je commente l'actualité, le bistrot, mais en fait, maintenant je parle plus trop des hommes politiques, on va dire ad nominem, parce que les gens, en fait, ils ont une espèce de forme de désintérêt pour la politique, vraiment, je remarque. Donc en fait, dans ce sketch, je parle plus
je parle de l'inflation, je parle du Covid qui reprend, Tu parles bien sûr des transformations de la société Oui. et bien sûr de l'inflation. Alors, un sujet qui est difficile à aborder. Je me disais, comment tu arrives à faire rire sur un sujet aussi délicat? Comment tu écris pour… C'est toujours le problème, même pendant le Covid, il y a eu des moments où rien que le mot Covid, les gens étaient glacés d'horreur. Donc Après, je suis très, en effet, intuitive, donc je ressens le public, les petites j'écoute, j'enregistre aussi quand je fais des nouveaux sketchs pour voir où les gens rient pas, donc je me cale aussi. C'est le public qui décide, c'est-à-dire par exemple le développement personnel, c'est vraiment un thème qui m'intéressait et il y a 3 ans, 4 ans, dans l'ancien spectacle, j'ai voulu faire un sketch là-dessus. Je l'ai joué quelques fois, on va dire que le résultat n'était pas très heureux, donc au bout d'un moment je me dis ça ne fait rire personne, je l'arrête. Et là j'ai retrouvé un autre axe, et là, dans ce sketch sur le développement personnel, j'ai fait une fille qui a lu tous les livres de développement personnel et j'ai une phrase, un rire. Moi, mon expérience de la vie, c'est vraiment que c'est important de faire un travail de développement personnel sur soi pour aller mieux. Et moi, notamment, j'ai lu énormément de livres de développement personnel que je vous recommande. Notamment, j'ai lu le livre « Ose devenir qui tu es », grâce auquel j'ai pu développer mon potentiel, qui m'a permis de quitter mon emploi de toiletteuse canine pour ouvrir une onglerie bien-être à Bouc-Bel-Air. Où je pratique le design ongulaire, le tatouage de sourcils et le paysagisme du maillot. J'ai également lu le livre « Ta 12e vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une ». Bon, déjà, comprendre le titre, ça m'a mis pas mal de temps. Hein. Et j'ai lu le livre américain Miracle Morning qui te conseille de te lever 3 heures plus tôt pour te consacrer à ton développement personnel. Donc moi, au lieu de me lever à 7, je me lève à 4. Et le premier exercice que tu dois faire à 4 heures du matin, c'est te regarder dans la glace et te complimenter. Parce que j'ai trouvé comment... Oui. Voilà, donc en fait, souvent, c'est pas le problème de trouver le sujet, c'est comment arriver à trouver un axe qui fasse rendre ça drôle. Dans ton spectacle, tu présentes un nouveau personnage. Alors, j'ai vu que le public aimait la coach en développement personnel. Alors en fait, c'est une coach américaine qui explique aux couples comment continuer à vibrer. C'est les vibrations de couple. Et en fait, ça fait donc c'est un peu un sketch interactif. Et ça me permet de dire des choses sur le coup, mais pareil, à travers un axe. C'est ça, tu ouais. Après, je m'inspire, moi, de tout ce que je peux observer, des gens que je rencontre. Il y a des personnages, bien sûr, que j'invente. Je remets jamais la réalité sur scène telle qu'elle, en fait. J'essaye de prendre dans la réalité ce qui peut amuser les gens. Et puis, je mixte ces histoires de mes copines, des amis d'amis. J'ai un côté aussi assez empathique et curieux. Donc, très vite, les gens me racontent leur vie, en fait. J'aime bien poser des questions aux gens. Donc, du coup, j'ai comme... plein de personnages, de gens que j'ai rencontrés. J'adore connaître les détails de la vie des gens, comment ils vivent et tout ça. Et donc, je me nourris de tout ça pour faire les sketchs. Mais après, je ne pose pas des questions aux gens pour les mettre dans un sketch, mais ça se fait comme ça, quoi. Est-ce que tu crois qu'un couple en crise va mieux en suivant les conseils du coach? Je sais pas. Je sais pas, mais je dis des choses vraies sur le couple, en tout cas. Alors, il y a un sujet qui fait parler en ce moment, c'est la culture. Dans la culture, pardon, c'est l'inclusion. Comme dans le prochain film de Blanche-Neige, où on aura plus affaire à des nains, mais à des créatures magiques, histoire de ne plus vraiment altérer le public. Comment, toi, tu réussis à traiter ce sujet sans froisser les gens? En fait, on a trouvé un prisme. Je parle justement je fais une formation en conte de fées pour les enseignants d'école maternelle, où j'explique comment on doit raconter maintenant le petit chaperon rouge. Ah ouais? Les gens ne doivent plus dire petit. Enfin, voilà. Donc j'ai tout un sketch là-dessus. Alors, Anne, on va faire un petit jeu. Je ne réponds pas à tout, hein. Non, tu réponds à ce que tu veux. Si ça ne te plaît pas, on ne répond pas. Alors, on va parler on a parlé de ta carrière, de ton nouveau spectacle, mais je suis sûre que les gens aimeraient en savoir plus sur ta vie privée. Privé, j'entends privé. Plus ton quotidien. Ouais. Alors, on va faire une interview vie privée. Je te pose des questions. Et bien sûr, je réponds pas, je fais. Tu me dis la vérité, bien sûr. Alors, que faut-il pour que tu sois de bonne humeur le matin? Non, je suis assez de bonne humeur le matin, contrairement à ma deuxième fille. C'est vrai qu'il est chonchon? Le matin, c'est compliqué. Faut pas lui parler. Faut pas lui parler. Toi, t'es solaire. Tu te réveilles. Non, je suis pas solaire non plus, mais ça va. Je suis pas de mauvais poil le matin. On peut te parler. Ouais. Quand tu es en train de travailler et que tu es spammé d'appels par un démarcheur téléphonique, quelle est ta technique pour t'en débarrasser? Alors, je raccroche tout de suite, ou alors je dis, vous demandez à parler à qui?
Mais elle est morte. Tu sais que la personne avec qui je vis fait ça. Mais je suis choquée. Elle vient juste de décéder, il dit. Oui, mais comme ça, la personne te raye du listing, sinon il te rappelle. Et je bloque le numéro aussi. Oui, c'est ça. Ça, c'est une technique plus... Si tu as envie de te faire plaisir pour tes prochaines vacances, il te faut quoi? Alors moi, j'adore vraiment le soleil, la mer, la plage, un transat. Et j'adore la région de Aise, bord de mer, Beaulieu-sur-Mer, Saint-Jean-Cap-Ferrat. C'est un coin de la Côte d'Azur que je trouve magnifique. Si tu dois te confier à quelqu'un, t'appelles qui? Mes copines. Tes copines? Ouais. Dans quelle situation tu serais le plus susceptible de mentir? Pour pas faire de peine aux gens. Après, je suis assez franche aussi, donc je suis assez directe. Si on me dit « tu penses quoi ?» Des fois, je le dis, mais des fois, les gens, ils demandent votre avis, mais ils veulent pas qu'on dise la vérité. Donc, non, pour pas faire de peine, ouais. C'est toujours, mais c'est... Ouais. C'est ton côté sensible, tu mets les formes. Non, alors je suis pas quelqu'un qui met les formes à la base. Vraiment, c'est des choses que j'ai appris parce que je suis plutôt... Brute. Ouais, on me le reproche assez souvent, Ah oui. même de poser des questions trop directes, d'être trop cash, mais bon, je suis comme ça. Bah merci Anne. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci.